je le... On va attendre encore quelques minutes. Geneviève, oui. Geneviève, c'est notre assistante. Oui, oui, oui. Oui, alors je vais désactiver. Bonjour tout le monde, merci d'être là en cette journée très ensoleillée de juillet à Victoria. Donc c'est super apprécié d'avoir des gens pour la conférence de Jennifer, Jennifer Ruimi, qui est parmi nous toute la semaine dans le cadre de l'échange Montpellier-UVic que Jennifer et moi redémarrons en quelque sorte après la pandémie. Et donc nous sommes ravis l'une et l'autre de pouvoir à nouveau, disons, échanger. Et Jennifer, donc, qui est nouvellement maîtresse de conférence à l'Université de Montpellier. Donc, je suis d'autant plus contente parce que je connaissais Jennifer avant et maintenant qu'elle est maîtresse de conférence à Montpellier, c'est encore mieux pour les collaborations scientifiques. Donc, Jennifer est spécialiste de théâtre au XVIIIe siècle. Elle a publié un ouvrage de théâtre sur le théâtre. Elle est spécialiste notamment du théâtre de société. Elle a publié La parade de société au XVIIIe siècle, une forme dramatique oubliée chez Champion en 2015. Et elle s'intéresse aujourd'hui, notamment, on a beaucoup discuté dans les 2 derniers jours, elle s'intéresse à énormément de super objets et sujets en lien avec le théâtre, mais elle s'intéresse notamment au lien entre théâtre et santé au XVIIIe siècle. Et a par ailleurs co-dirigé plusieurs ouvrages collectifs, dont Théâtre et charlatan dans l'Europe moderne. J'avoue que le titre, je ne l'ai jamais lu, mais ça me... Voilà. Elle a aussi co-dirigé Espace de théâtre de société, définition en jeu, postérité. Il me semble que c'est vraiment important de penser cette question de la postérité, de ce théâtre de société, qui est vraiment un théâtre, en tout cas, assez confidentiel, qui, pour moi, travaille sur la comédie française, qui est la grande institution où on a énormément d'archives. Le théâtre de société, c'est une autre façon, en tout cas, d'approcher les archives, etc. Elle a aussi écrit Théâtre et société en codirection, réseau de sociabilité et représentation de la société, donc les rapports, évidemment, entre le théâtre de société et toute cette question de la sociabilité mondaine, et on pourrait même dire médiatique, au XVIIIe siècle. En 2022, et j'ai vu il y a 2 jours... que tu... c'était pas prévu la petite performance. J'ai vu il y a 2 jours que tu es aussi en train il y a un nouveau livre là qui va sortir avec... c'est celui-là, d'accord, ok. Bon, parfait. Parfait. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, je peux vous passer la bibliographie qui est absolument disponible. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Jennifer, que je remercie infiniment d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Sarah. Alors, j'attends que tu désactives ton micro. L'interférence. Super. Oui, alors merci beaucoup. Je voudrais commencer par reconnaître que je me trouve en ce moment même avec vous sur le territoire traditionnel des peuples Lekwungen, où est établie l'Université de Victoria, que je tiens à remercier de son accueil chaleureux à travers ses membres que j'ai pu rencontrer. Je remercie tout particulièrement Claire Carlin, grâce à qui l'échange entre l'Université de Victoria et l'Université de Montpellier a été créé. Et je remercie également la doyenne Lisa Surridge,
Catherine Coase, qui a beaucoup œuvré pour mon accueil ici, et bien entendu ma très chère Sarah Harvey, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à collaborer. Alors, je vais partager tout de suite mon écran. Hop. Alors, lire à partir du début. Oui, c'était un petit détail. Alors, la question que je vais poser aujourd'hui, c'est celle des enjeux thérapeutiques du théâtre avec cette question, le théâtre peut-il guérir ? C'est une question qui résonne tout particulièrement aujourd'hui, à une époque où le soin, le care est très présent, où c'est un enjeu de société. Le succès croissant de l'art-thérapie et à travers l'art-thérapie de la théâtrothérapie amène à se demander si l'art dramatique peut apporter un réconfort, que ce soit dans le fait d'assister à un spectacle ou dans celui d'interpréter un rôle. Alors évidemment, c'est une question qui est très ancienne, qui est déjà soulevée par Aristote avec la question de la catharsis, puisque Aristote montre bien que le spectacle provoque des émotions fortes chez les spectateurs, des émotions qui sont capables de frapper l'âme et d'avoir d'induire des modifications physiologiques chez les spectateurs. D'ailleurs, dans l'Antiquité, les anecdotes, par exemple, concernant les fausses couches que les femmes enceintes auraient faites en assistant aux Euménides d'Échille confirment l'idée que assister à un spectacle n'a rien d'anodin et que précisément ça peut avoir un effet positif ou néfaste sur la santé des spectateurs et a fortiori des spectatrices qui sont réputées être plus sensibles, plus réceptives aux émotions du spectacle. Bon, pourtant, ce n'est pas de catharsis aristotélicienne que j'aimerais vous parler aujourd'hui, ni même de ces relectures et ces réinterprétations ultérieures. Je voudrais plutôt partager avec vous quelques-unes des hypothèses qui sont les miennes dans le cadre de mes nouveaux travaux de recherche en humanité médicale qui concernent les rapports entre théâtre et santé au XVIIIe siècle. Donc pour cela, je vais commencer par retracer brièvement les enjeux de mes recherches précédentes et dire de quelle façon elles m'ont amené à ma réflexion actuelle. Puis, je montrerai pourquoi je crois que la théâtromanie du XVIIIe siècle est liée aux bienfaits du théâtre, enfin du théâtre sur la santé en tout cas, et j'analyserai enfin le fonctionnement du théâtre thérapeutique. Alors, j'ai fait ma thèse de doctorat sur une forme comique, brève, très prisée au XVIIIe siècle, qui s'appelle la parade de société. Comme vous pouvez le voir ici sur l'image, à l'origine, la parade est un spectacle d'annonces publicitaires qui est joué sur les balcons des théâtres forains pour engager, alors là, donc, au milieu, vous voyez le théâtre forain, le petit balcon, les acteurs qui sont sur le balcon jouent la parade. C'est un spectacle d'annonce qui est censé donner envie aux badauds, aux passants, d'aller voir la pièce payante à l'intérieur du théâtre. Ce sont des pièces qui étaient donc très très appréciées lorsqu'elles étaient à la foire et elles ont été plus ou moins importées en société par des étudiants en droit qui cherchaient de nouveaux divertissements. Et pour se délasser, ils ont reproduit ces petites pièces chez eux. C'est ainsi que s'est passé que s'est effectué le passage de la parade de foire à la parade de société. Ces pièces sont d'ailleurs toutes conçues sur le même modèle. Elles sont courtes, elles font généralement un acte. Elles ont toutes à peu près la même intrigue, à savoir deux amants, Léandre et Isabelle, veulent se marier contre l'avis du vieux barbon Cassandre. Même s'il y a de nombreuses variations dans les intrigues, il y a toujours ce type fixe qui est prévu pour une création sérielle. Il y a une autre caractéristique de la parade, c'est ce qui concerne la langue volontairement fautive des parades. Il y a énormément d'erreurs lexicales, grammaticales, des fausses liaisons qui émaillent le texte et qui sont censées imiter le parler populaire.
Donc, évidemment, tout cela est totalement factice, artificiel, et comme le dit très bien Pierre Larthomas, la pire erreur serait de croire que les gens du peuple au XVIIIe siècle parlaient comme Cassandre et comme Isabelle. C'est justement, non pas populaire, mais pseudo-populaire. Il s'agit d'imiter, d'inventer le parler du peuple. Alors, les enjeux littéraires et culturels des parades sont nombreux, puisqu'on a affaire à des petites pièces qui se comprennent le plus souvent dans un rapport métathéâtral par rapport à l'actualité théâtrale du moment. Elles en sont parfois un commentaire parodique ou burlesque. Le fait que, par ailleurs, qu'elles soient jouées justement par les membres de l'aristocratie, les membres de l'élite, n'est pas sans intérêt, parce que justement, il ne faut pas passer à côté du caractère très idéologique de ce genre théâtral, de ce genre de divertissement, puisqu'il y a donc des princes, des ministres qui jouent à imiter des marchands de la halle, des personnages de niais très populaires, et cela leur donne l'illusion de faire partie du peuple, mais un peuple évidemment complètement fantasmé. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui est unique au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'à la Révolution, la parade n'existe plus, après avoir connu une mode incroyable pendant tout le siècle. Plus encore, la parade, après la Révolution, on la retrouve dans quelques cercles d'émigrés de la Révolution, notamment autour des cercles polonais de Potocki, où on joue entre aristocrates pour se rappeler le bon vieux temps d'avant la Révolution. Donc, évidemment, cela est quelque chose de très important. Mais à part toutes ces caractéristiques qui m'ont beaucoup intéressée, il y a aussi un enjeu qui me plaît beaucoup dans ces parades, c'est la place accordée au corps, et en particulier au corps malade. Donc, pour cela, il faut avoir en tête que le mot de parade décrit, comme je vous ai dit, les spectacles d'annonces sur les balcons ou forains, mais aussi, alors bon, là, ça ne se passe pas dans une foire, mais c'est à peu près l'idée, en tout cas, c'est l'imaginaire qui y est associé. Le mot parade désigne ces petits spectacles d'annonces des charlatans qui vendent leurs potions, leurs onguents, et donc qui font une véritable mise en scène autour de ces éléments de médecine médicale. Et la toute première parade de société, d'une certaine façon, on pourrait dire que ça a eu lieu au tout début du XVIIIe siècle, quand des membres de la société de la duchesse du Maine font semblant de venir de Moscovie pour apporter des remèdes fabuleux aux autres personnes de cette même société. Pour aller encore plus dans le sens de cet axe, il est vrai qu'il y a des représentations, donc non seulement des charlatans, mais aussi des opérateurs, qui sont des espèces de médecins, et que mon tout premier contact avec les parades a eu lieu en lisant une parade inédite de Gueulette, qui s'appelle « Le paix à 20 ongles ». Donc c'est comme ça que je suis entrée dans la parade, si j'ose dire, et on y voit Jacqueline qui se plaint d'avoir des problèmes intestinaux qui font que voilà, elle a des vents, et qu'au faubourg de ses fesses, je cite, se trouvait un valet qui lui a fait prendre une liqueur merveilleuse, en lui promettant qu'elle ferait un paix à 20 ongles 9 mois plus tard. Et donc elle demande réparation à l'opérateur pour justement parce qu'elle a bien compris qu'il y avait un problème avec cette espèce de paix bizarre. Bon, en tout cas, ces éléments-là sont présents dans les premières parades du siècle, mais encore après, c'est-à-dire qu'il y a des échos toujours burlesques à ce bas corporel, intestinal, qui est très représenté dans une tradition tout à fait rabelaisienne, hein, bien sûr. Et puis, bon, il y a, à côté du ventre, il y a également donc toute la représentation
représentation du côté sexuel. Donc, il y a les deux enjeux et parfois, on dépasse simplement le côté rabelaisien pour accéder à une forme de réflexion sur le genre, mais toujours dans la gravure la plus totale. J'en veux pour preuve cet extrait d'une pièce inédite de Charles Collet, donc je suis en train d'éditer d'ailleurs, qui s'appelle L'accouchement invisible. Et pour faire court, Gillette, le personnage féminin, a pour amant un sorcier qui s'appelle Zoroan, et Zoroan, la soupçonnant d'infidélité, la transforme en homme. Mais elle est enceinte et elle doit accoucher. Et elle se retrouve donc sur le point d'accoucher, mais en homme, sachant que c'est joué certainement par un homme. Bon. Ah, Jarny, que changement s'est fait en moi. Oh diable, je n'ai plus de hanches, que malheur. Mais c'est que je n'ai plus de tétons. Ils s'en sont allés au bernic. La marde m'est venue au miséricorde, la barbe m'est venue au visage. Mais que sens-je? Ah, je suis bien véritablement homme. Ah, pauvre fille. Ah, je suis homme. Je sens la dureté de mon cœur. Les femmes l'ont bien autrement ouverts à la tendresse. Quoi, Gillette, tu es homme et malgré cela te v'la grosse? Faut accoucher. Mais moi qui jamais t'accouchais étant femme, comment m'y prendrais-je pour accoucher étant homme? Ça, c'est une fois plus difficile. Il y a l'opération lérarienne, mais je ne sais si on la fait aux hommes. Faudrait demander ça à ces messieurs qui ont fait des enfants. Allons consulter monsieur Pérard Cahuitem. Faut accoucher, à chien de sorcier. Alors, donc, effectivement, donc, si l'on en croit Gillette, le changement de genre entraîne des profondes mutations physiologiques qui ne sont pas forcément visibles puisqu'il y a le cœur qui se durcit, même si évidemment le terme de dur ici est à prendre dans son caractère scabreux, enfin sur une autre partie de l'anatomie, disons. Mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que c'est ce type de texte qui permet aussi une réflexion sur le genre. Qu'est-ce qu'être un homme au XVIIIe siècle? Eh ben, c'est d'avoir le cœur dur, contrairement aux femmes. Donc, c'est une certaine image de la masculinité, de la féminité qui affleure dans un texte pourtant burlesque. Au-delà de ça, on voit aussi donc tous les éléments qui peuvent aller vers le sens de ma recherche actuelle sur les rapports entre théâtre et santé, puisqu'on voit donc cette mention au détour d'une phrase de la césarienne qui est ici mise dans enfin déformée avec le terme de lérarienne. Alors dans d'autres pièces, on voit l'opération de la tsarienne, donc c'est encore plus voilà, c'est plus amusant. Là, lérarienne, je vois pas vraiment ce que ça peut, pourquoi ce serait drôle, à part que c'est une déformation de césarienne. Mais en tout cas, c'est important parce que justement, le XVIIIe siècle, c'est un moment un peu de bascule aussi dans l'histoire obstétricale. Et la césarienne ne devient plus mortelle. Elle reste très dangereuse, mais elle n'est plus mortelle. Donc, il y a une évolution dont se fait l'écho ce type de pièce. Et puis enfin, bon, alors il y a toutes les difficultés à comprendre les allusions, et à la fin donc, de l'extrait, vous vous souvenez, j'ai dit allons consulter monsieur Pérard Cahuitem, faut accoucher. Pérard Cahuitem, il y a plusieurs interprétations qu'on peut faire. Alors d'ailleurs, je remercie à cet égard Evelyne Berriot, Salvador, qui m'a donné qui m'a suggéré ces interprétations, à savoir donc outre le fait que ça perce la cavité, le ventre, la cavité utérine, il y a aussi ce Pérard qui peut évoquer l'accoucheur de Marie Lesinska. Donc, on voit aussi comment le jeu sur les allusions, sur l'actualité, infiltre le texte. En tout cas, cette surreprésentation du corps, en partie donc issue des répertoires forains et italiens, m'a amené à formuler l'hypothèse suivante, à savoir que le théâtre du XVIIIe siècle est le lieu d'un discours signifiant sur la maladie. Donc, il s'agit de voir un peu comment cet imaginaire dramatique est lié à un certain nombre de conceptions médicales du temps, mais aussi ce que disent ces représentations de l'état de la société, de son rapport au corps.
Plus encore, donc, on peut se demander, comme je l'ai rappelé dans cette diapositive, si le fait de voir des malades sur scène peut avoir une influence sur la santé des spectateurs. S'il existe, par exemple, une catharsis pathologique, le fait de voir des signes d'un corps malade, est-ce que ça peut avoir un effet sur son propre corps? Bon, alors évidemment, vu les exemples que j'ai choisis avant, on imagine mal que les paix de Jacqueline puissent soigner les maladies intestinales des spectateurs, ou que le flottement, le trouble dans le genre, si j'ose dire, de Gillette puisse tout à coup donner conscience de cette question dans le public. Mais en tout cas, ça reste une question parce que finalement, de toute façon, ces représentations font rire. Comme le rappelle Goethe, pour prendre la défense des parades, il dit ridere regnare est. Il faut rire, le rire doit régner, et parce que ça fait du bien à la santé, ça conserve une jeunesse éternelle. Ça rappelle aussi donc ces mots de Panckouke qui fait un recueil pour désopiler la rate. Et il y a cet effet justement très, très puissant sur le corps même qui est induit par le rire. Donc, tout cela m'amène à un deuxième constat que j'ai pu faire en travaillant sur mes différents objets et donc qui m'a mené à une deuxième hypothèse. Alors, pour cela, je vais parler un peu des rapports entre la santé et la théatromanie. Donc, on le sait, le XVIIIe siècle, c'est le siècle qu'on appelle communément le siècle de la théatromanie. Le terme qui est lui-même médical désigne la passion, la fièvre. Alors, on parle souvent de la fièvre abdéritaine, parce que cette pièce de Moncrief, Les Abdérites, parle d'un peuple qui est pris tout à coup par une frénésie de jeu. Tout le monde veut jouer du théâtre, et il y a des critiques qui ont repris cette expression de fièvre abdéritaine pour désigner la théatromanie du XVIIIe siècle. Comment ça se manifeste? Eh bien, par le fait que, par exemple, toutes les maisons veulent se doter de théâtres particuliers. Alors, on peut jouer n'importe où. On peut jouer dans un espace qu'on appelle scène, mais les personnes les plus fortunées se font construire des véritables théâtres à l'intérieur de leur demeure. Et tout cela contribue justement à cet essor du théâtre de société. Or, justement, mon hypothèse numéro 2 est la suivante, c'est-à-dire que si les gens s'adonnent autant au théâtre de société, c'est bien entendu parce que c'est une activité mondaine, que tout le monde le fait, donc il faut bien le faire aussi pour être dans la mode, dans le courant, mais c'est aussi parce que ça peut avoir une action bénéfique sur la santé. Alors, c'est en travaillant dans le cadre du programme Théâtre de société entre Lumière et Second Empire, dirigé par Valentina Ponzetto à l'Université de Lausanne, c'est un programme FNS dans lequel j'étais postdoc, que j'ai pu justement mener cette réflexion. Donc, pour que tout le monde comprenne bien tous les enjeux, je rappelle quelques caractéristiques du théâtre de société, à savoir que d'abord, c'est une pratique théâtrale qui est réservé aux amateurs. C'est-à-dire que bien sûr, il peut y avoir des acteurs professionnels qui, de temps en temps, participent à ces spectacles, mais globalement, c'est une activité de théâtre amateur. D'ailleurs, ce n'est pas lucratif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent pour ces représentations. Il peut y avoir dans ce théâtre deux types de répertoires, un répertoire mimétique, c'est-à-dire où on imite les répertoires officiels, et puis au contraire des répertoires plus spécifiques, comme les parades que j'ai évoquées tout à l'heure, ou les proverbes aussi, qui sont d'autres types de pièces qui sont réservées à ces scènes de société. Et puis donc, le théâtre de société a aussi des enjeux socioculturels, puisque ça permet de comprendre les phénomènes de sociabilité, de mondanité, et effectivement, comme le disait Sarah tout à l'heure, même d'une certaine façon, les enjeux médiatiques qui peuvent s'ajouter à cela, notamment dans le cadre de Voltaire, dont je reparlerai dans un moment. Donc, et puis donc, voilà, le théâtre fait du bien à la santé, et cela me fait arriver à mon projet de recherche actuel. Donc,
en même temps, on peut se dire, mais enfin, pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que précisément, quand on commence à regarder tous les égo-documents, c'est-à-dire tous les documents, les écrits personnels au XVIIIe siècle, on voit souvent une correspondance entre le fait de jouer et un certain bien-être qui est apporté par le jeu lui-même. Et cela, ça a été, enfin, ça s'est manifesté dans ma recherche de façon très nette à travers l'exemple de Voltaire, le plus grand dramaturge du XVIIIe siècle, mais aussi le plus célèbre hypocondriaque du XVIIIe siècle, qui alors, mon objet d'étude pendant mon postdoc, c'était d'étudier la pratique du théâtre de société de Voltaire. Là, on le voit, je ne sais pas si vous voyez bien, à gauche, le petit personnage penché, c'est Voltaire qui joue dans Zaïre, Lusignan. Voltaire n'a cessé de jouer du théâtre chez lui toute sa vie, vraiment jusqu'à sa mort. Et pour relever, disons, des mentions de sa pratique du théâtre de société, j'ai lu toute sa correspondance. C'était déjà une certaine entreprise. Et alors, j'étais frappée, évidemment, par le fait qu'il n'arrêtait pas de parler de sa santé, qu'il était malade, et ceci et cela. Et parfois, souvent, il y avait une coïncidence entre le théâtre et la santé. Par exemple, dans cette lettre à D'Argental, il explique, je vous lis la citation, « Vous ne me verrez plus jouer Cicéron. Je l'ai représenté sur le petit théâtre que j'ai créé dans le palais de Berlin et je vous assure que je l'ai bien mieux joué qu'à Paris. Mais pour jouer Cicéron, il faut avoir des dents et ma maladie me les a fait perdre en grande partie. Je ne suis plus qu'un vieux radoteur. » Et c'est intéressant parce qu'à un moment donné, il invite Lécluse, qui est à la fois dentiste et acteur, il l'invite en Suisse et il fait faire des dents à tout le monde, mais pas à lui, alors que pourtant, il se plaint de ne pas avoir assez de dents pour bien prononcer son rôle. Autre exemple, toujours à D'Argental, qui n'écrit tout le temps, voilà pourquoi je n'écris pas de ma main. C'est que je suis dans mon lit après avoir joué hier, vendredi au soir, le bonhomme Moadar assez pathétiquement. Mais je n'ai pas approché du sublime de Madame Denis. J'aurais donné une de mes métairies pour que Mademoiselle Clairon fût là. Bon, alors évidemment, c'est tout à fait exagéré, mais voilà, c'est tout à fait typique aussi du style de Voltaire. Mais donc, ce n'est pas sur la fin de la citation que je voudrais m'attarder, mais sur le début, à savoir le fait qu'il soit au lit et que cela coïncide avec une représentation. Donc, on peut se demander si justement il y a une relation de cause à conséquence, à savoir est-ce que le lit est une conséquence de la représentation ou bien au contraire, le fait qu'il ait joué malgré sa maladie galopante qui le cloue au lit le lendemain. Donc, en tout cas, il y a tous ces éléments qui sont un peu disséminés dans la correspondance et cela éclate dans la citation que j'ai voulu indiquer sur la fiche, à savoir « Jouer la comédie vaut presque les pilules de Stahl », les pilules de Stahl étant un médicament très puissant, donc ça insiste sur la dimension analgésique du jeu théâtral. Or, donc, ce qu'il y a, c'est que Voltaire n'est pas le seul à penser que le théâtre apaise, sinon guérit. Et je m'étais fait cette réflexion aussi, justement, alors, un peu de publicité, une petite page de publicité avec cette couverture de l'ouvrage sur le théâtre et charlatan, où ce qui ressortait vraiment de toutes les contributions, c'est que la mise en scène du charlatan, aussi factice soit-elle, aussi fausse soit-elle, avait quand même un effet positif sur la santé des patients qui les consultent parce que justement cette espèce de spectacle, cette espèce de théâtre rend compte enfin, permet d'influencer, disons, l'état de santé des spectateurs qui peuvent être acteurs puisqu'ils sont parfois au milieu de la mise en scène du charlatan. Alors, ça m'amène sur cette question du pouvoir curatif de l'art dramatique à une dernière partie sur le théâtre thérapeutique. Et si l'on veut être tout à fait complet sur la question du théâtre thérapeutique, il faut considérer toutes les formes de théâtre qui interviennent dans le cadre d'une cure. Parfois, ce n'est pas vraiment du théâtre, mais plutôt une sorte de fiction dramatique. Et ainsi, des aliénistes comme Philippe Pinel, donc là j'ai mis ce tableau très célèbre, ou Jean-Étienne Esquirol, qui sont donc ces médecins aliénistes, évoquent des fictions curatives qui riposte victorieusement aux fictions délirantes, pour reprendre une expression de Jean Starobinski. On peut le voir dans l'article « Mélancolie » de Pinel,
où justement on peut parfaitement saisir ce dispositif de cure théâtrale en quelque sorte. Un mélancolique s'imaginait qu'il était mort et en conséquence, il ne voulait pas manger. Tous les moyens employés pour lui faire prendre quelque nourriture avaient échoué. Il était en danger de périr de faim lorsqu'un de ses amis s'avisa de feindre le mort. On mit ce dernier dans un cercueil devant le mélancolique et quelques moments après, on lui apporta à dîner. Le mélancolique, voyant le faux mort manger, pensa qu'il pouvait en faire autant et se mit en devoir de l'imiter. Alors, ici, le dispositif théâtral est réduit à sa plus simple expression, puisque l'ami du malade joue au mort pour inciter ce dernier à se nourrir et à rester en vie. Le fait d'entrer de plein pied dans l'univers délirant du mélancolique est de l'ordre de la fiction dramatique, bien sûr, et cette fiction a une action directe sur le corps et l'esprit du malade. Mais on peut se demander quel est à proprement parler le statut dramatique de cette scénette qui se joue entre un acteur amateur, l'ami, et le mélancolique devenu tout à coup acteur malgré soi. Parce que, en fait, si justement, donc, le but n'était pas la conservation de la vie de l'ami, on pourrait être dans une situation proche du persiflage. Alors, je vous ai mis ces extraits de cet ouvrage extrêmement précieux sur le persiflage d'Elisabeth Bourguina qui explique donc ce que c'est, à savoir, donc, le persiflage est une forme de mystification qui consiste à provoquer le rire de ceux qui entourent la victime désignée par un jeu mondain. C'est-à-dire, par exemple, dans les nombreux exemples de persiflage, une assemblée se met d'accord pour féliciter la victime de sa réussite, du fait qu'il a été, je sais pas, par exemple, que sa pièce a été acceptée à la Comédie Française. Tout le monde le félicite et lui, finalement, y croit. Et puis, au moment où il y croit, où il commence à se vanter, eh bien, tout le monde lui dit que c'est faux et la baudruche se dégonfle et c'est d'une cruauté totale. Et c'est très, très répandu au XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, quand on relit les liaisons dangereuses, on s'aperçoit qu'il y a ça et là des éléments de persiflage. Bon, mais ça m'amène un peu plus loin. Ce qu'il y a, c'est que justement, dans le cadre de notre mélancolique, on ne peut pas parler de persiflage puisque ce n'est pas dans un but de cruauté mondaine, mais au contraire pour le sauver de son délire, de sa fiction délirante. Donc, c'est plutôt pour atteindre un soulagement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'histoire de la folie, Foucault cite une anecdote très similaire que je lis. On cite le cas d'un malade qui se croyait mort et mourait réellement de ne pas manger. Citation, une troupe de gens qui s'étaient rendus pâles et habillés comme des morts entre dans sa chambre, dresse une table, apporte des mets et se met à manger et à boire devant le lit. Le mort, affamé, regarde. On s'étonne qu'il reste au lit. On lui persuade que les morts mangent au moins autant que les vivants. Il s'accommode fort bien de cette coutume. Donc, on voit bien que c'est quasiment la même anecdote. Les fonctionnements sont identiques. Il s'agit de participer au délire du malade pour l'amener à agir en dehors des règles rationnelles. Seulement, contrairement au premier exemple, on voit ici comment cette petite fiction théâtrale s'organise avec une troupe de gens, de figurants, donc, qui sont costumés, qui sont maquillés, rendus pâles et habillés comme des morts, pour se livrer à un festin à la fois bien réel, ils mangent et ils boivent, et pourtant mis en scène dans un décor de fortune, à savoir la chambre du malade. Mais bon, ça pose énormément de questions. Qui sont ces figurants? Peut-on parler de théâtre? Est-ce que ces figurants connaissent-ils le faux mort? Est-ce que ce sont des amateurs, des professionnels? Enfin, du point de vue du théâtre, cela pose énormément de questions. On peut aussi évidemment soulever la question de l'intentionnalité, à savoir qu'on ne peut pas considérer que cela ait une vocation artistique, puisque c'est plutôt un but thérapeutique, puisqu'il s'agit de sauver le faux mort. Ainsi donc, Foucault commente cet extrait en disant que la mort réelle qui allait résulter de la mort imaginaire est écartée de la réalité par la seule réalisation de la mort irréelle. Et pourtant,
malgré tout, il y a une forme d'illusion comique, de pouvoir de l'illusion comique sur ce spectateur, acteur-spectateur délirant qu'est le malade lui-même. Enfin, il ne voit pas l'artifice du théâtre et on est dans une situation très proche de celle de la pièce de Corneille avec ce prud'amant qui est subjugué par le théâtre en train de se jouer. Enfin, dernier élément, il se trouve que là, donc vous voyez, il y a des guillemets parce que Foucault cite une gazette, la Gazette salutaire, rapportant les propos d'un certain Hollandais, Allard Hulshoff, à l'Académie de Berlin en 1769, donc le discours sur les penchants. Et je crois que s'il y a en réalité, les deux anecdotes sont absolument les mêmes, mais que lorsque Allard Hulshoff utilise cette anecdote, il le fait avec un imaginaire qui est tellement saturé de la mode du théâtre de société, d'un tel, il y a dans cet imaginaire tellement d'éléments liés à cette pratique du théâtre amateur que ça devient tout à coup une troupe de gens, des figurants, une fiction qui est renforcée, disons, par un dispositif théâtral. Bon, donc, ça, ce sont les éléments, disons, plutôt anciens. On peut évoquer une forme de théâtre thérapeutique beaucoup plus récente et plus instituée, régulée que celle que nous venons de voir et qui a lieu donc beaucoup plus tard, dans les années 1920, avec Jacob Lévy Moreno, psychiatre viennois qui conçoit un théâtre en rond qu'il appelle le théâtre impromptu, das Stegreiftheater, Stegreiftheater d'ailleurs, dans lesquels les acteurs sont censés être totalement spontanés. Alors évidemment, ce n'est pas possible, c'est un échec, mais ce n'est pas grave parce que ça va lancer la base du psychodrame. Le psychodrame étant, pour le principe général, le fait que des personnes jouent leurs propres problèmes, leurs propres difficultés, et que, ce faisant, eh bien, ils se libèrent d'angoisse profonde. Et cette idée vient à Moreno, en observant ces acteurs du théâtre impromptu, notamment le cas de Barbara, une actrice décrite par Didier Anzieux, comme vous pouvez le voir ici. Donc, Barbara excelle dans les rôles d'ingénue romantique et attire le public. Georges, poète et auteur dramatique, se trouve être son spectateur le plus assidu. Une idylle naît entre eux et s'achève en mariage. Donc, au passage, on remarque que c'est exactement comme pour le théâtre de société, d'ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'à force de se fréquenter, acteurs, spectateurs font tous partie du même groupe et qu'il y a des affinités qui peuvent évidemment se créer. Seulement, voilà, il y a un petit problème, à savoir que Barbara et Georges continuent à fréquenter le théâtre impromptu quand, un jour, Georges confie ses ennuis à Moreno. Cette créature douce et angélique que tout le monde admire se conduit en démon sauvage quand elle est seule avec moi. Elle parle le dernier des langages et si je me mets en colère, elle me frappe à coups de poing. Moreno a alors l'idée de faire jouer à Barbara dès le soir même des rôles cyniques et vulgaires. Elle accepte avec réticence. Barbara mène la scène de façon inattendue. Elle éclate en colère, devient grossière et frappe son partenaire à coups de poing et de pied. Pour finir, celui-ci simule de l'étrangler sauvagement, à la grande épouvante du public. Barbara exulte et embrasse Georges. Moreno comprend qu'il a trouvé la solution. Donc, c'est comme ça que le psychodrame naît. Et à partir de ce moment-là, Moreno va théoriser plus avant ce dispositif théâtral en ajoutant dans l'équation d'autres personnes que les acteurs. Ainsi, donc, il y aura un directeur qui a pour charge donc, de résoudre la difficulté numéro 1, qui est de faire démarrer la séance, d'échauffer, warming up, les sujets jusqu'au point où jailliront actes et paroles spontanés. Un ou plusieurs personnages auxiliaires sont aussi requis pour soutenir l'improvisation du protagoniste. Bon, alors là aussi, c'est d'un point de vue théâtral, comment caractériser le statut du psychodrame. C'est sûr que c'est du théâtre thérapeutique, mais est-ce qu'on peut parler de théâtre amateur dans cette perspective? Ça pose des questions. C'est une question épineuse. On peut parler vraiment de cas limite, puisque il est vrai que d'un côté, les scènes jouées sont improvisées, mais elles sont quand même plus ou moins définies. Puis il y a ce metteur en scène qui
qui n'en est pas un, à savoir le directeur. Bon, enfin, ça pose énormément de problèmes, au point que certains comme le psychologue clinicien que je cite ici, Radu Klit, considèrent qu'on ne peut pas parler de théâtre du tout à propos du psychodrame. Mais alors, il en va différemment dans d'autres expériences de théâtre thérapeutique, notamment donc, dans le fait de faire du théâtre dans un cadre hospitalier. Et ça, c'est une question qui se pose depuis le XVIIIe siècle et notamment depuis Sade. Alors, parce qu'on sait que Sade a fait jouer du théâtre à l'asile de Charenton. On le sait généralement parce qu'on connaît surtout la version de Peter Weiss, à savoir la persécution et l'assassinat de Jean-Paul Marat, représenté par le groupe théâtral de l'Hospice de Charenton sous la direction de Monsieur de Sade, donc de 63, dont le titre évidemment le plus habituel est Marat Sade, plus simple. Or, justement, dans la pièce de Weiss, tout se finit dans le chaos le plus insoutenable. Alors là, c'est une image du film de Peter Brook, d'ailleurs, nous saluons la mémoire, qui est inspiré donc de cette, enfin, qui est la version filmée de la pièce de Peter Weiss. Et pourtant, en réalité, les choses sont très différentes, puisque, comme le montre Marie-Emmanuelle Plagnol-Desval dans un article consacré à cette expérience-là, au fond, tout est beaucoup plus sage, beaucoup plus conforme à l'habitude du théâtre de société, et ça obéit à toutes les règles du théâtre mondain, même si évidemment il y a quelque chose qui s'ajoute, à savoir le caractère thérapeutique du théâtre avec cette idée de traitement moral. En tout cas, c'est du moins l'enjeu affiché par le directeur de l'hospice de Charenton, Coulmier, et Esquirol, donc vous pouvez le voir, dit « Le directeur crut avoir trouvé dans les représentations théâtrales et dans la danse un remède souverain contre la folie ». Le même Esquirol décrit la façon dont ces spectacles étaient organisés. On disposa au-dessus de l'ancienne salle de l'hôpital du canton, devenue une salle pour les femmes aliénées, un théâtre, un orchestre, un parterre et en face de la scène, une loge réservée pour le directeur et ses amis. En face du théâtre et de chaque côté de cette loge qui faisait saillie sur le parterre, s'élevaient des gradins destinés pour recevoir à droite 15 à 20 femmes et à gauche autant d'hommes privés plus ou moins de la raison, presque tous dans la démence et habituellement tranquilles. Le reste de la salle ou parterre était rempli d'étrangers et d'un très petit nombre de convalescents. Le trop fameux de Sade était l'ordonnateur de ces pièces, de ces fêtes, de ces représentations, de ces danses auxquelles on ne rougissait pas d'appeler des danseuses et des actrices des petits théâtres de Paris. Bon, alors effectivement, plusieurs remarques s'imposent ici, à savoir que tout d'abord, comme dans le théâtre de société, un lieu dédié au théâtre est aménagé dans un espace qui n'en a pas, dont ce n'est pas la vocation première. Là, en l'occurrence, on voit bien comment on organise un orchestre, des loges, un parterre dans un hospice. Cet espace, la seule différence, ce serait peut-être justement la non-mixité. Là, il y a d'un côté les femmes démentes, de l'autre les hommes aliénés, mais il n'y a pas de mixité comme c'est généralement l'usage dans les théâtres mondains. Et puis, reste la question des étrangers, ces danseuses, de ces actrices des petits théâtres de Paris, qui donnent un caractère très mondain à ces spectacles. Et c'est ça que reproche Esquirol, à savoir que au lieu de se centrer sur le bien-être des malades, on fait de cela une occasion mondaine. Il critique par exemple la légèreté du public qui se révèle méchant en se moquant, je cite, des attitudes bizarres de ces malheureux et les effets catastrophiques de ces représentations sur les acteurs eux-mêmes qui subissent, je cite toujours Esquirol, des explosions subites de délire, des retours de manie et de fureur. Et il prend un exemple très intéressant, à savoir, qu'il expose très longuement d'ailleurs, le cas d'un monomaniaque très célèbre dans Paris pour la grâce et la perfection de sa danse, mais dont le problème, si j'ose dire, le délire, était qu'il était persuadé d'être un grand seigneur, puis qu'il était un roi et un empereur. Or,
dit Esquirol, pour rendre le spectacle plus piquant, on l'affuble d'un costume royal sur le théâtre de Charenton. Mais une fois la toile baissée, évidemment, ce qui devait arriver arriva, le danseur ne veut plus quitter son costume royal puisqu'il est persuadé qu'il est vraiment un roi et que tout le monde l'acclame comme tel. Donc, Esquirol finit, on eut beaucoup de peine pour le conduire dans son quartier. Donc, finalement, on n'est pas très loin de la fiction délirante du début, dont je parlais tout à l'heure, avec le mélancolique à qui on fait croire que les morts aussi mangent. On est dans ce même type de fiction, on entre dans le délire du malade. Mais pourtant, ici, ça ne fonctionne pas, et ça ne fonctionne pas parce que, justement, selon Esquirol, c'est pour rendre le spectacle plus piquant qu'on joue sur le délire du malade et non pas pour le soigner, non pas pour le guérir. Donc se pose encore une fois cette question de l'intentionnalité de ces fictions curatives. Et donc en tout cas, la mondanité ne s'accorde pas bien avec le caractère thérapeutique du théâtre. Alors, les détracteurs de Charenton ont été très nombreux et pourtant ça n'a pas empêché qu'il y ait une forme de reprise de cette idée de théâtre fait dans des asiles, notamment donc, comme on le voit à travers un documentaire qui date de 1996, documentaire de Nicolas Philibert, qui est très intéressant, qui s'appelle La moindre des choses, où on montre, Philibert filme la préparation de la représentation annuelle d'une pièce qui a lieu à l'hôpital de Laborde, où d'un côté il y a les soignants, puis de l'autre les patients, et tous ensemble jouent un spectacle par an, et l'année le 15 août, et l'année où c'est représenté, ils jouent Opérette de Gombrowicz. Donc, évidemment, il y a plusieurs choses. C'est vrai que l'objectif est sans nul doute thérapeutique ici, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui apporte un bien-être nécessaire aux patients. Mais il y a autre chose que cela. C'est aussi justement l'appartenance à un même groupe, le fait que soignants et patients communient le temps d'un spectacle autour du théâtre, de la musique, et donc c'est très intéressant de voir cela encore au XXe siècle. Alors, le dernier exemple que je voudrais prendre, c'est celui décrit par Patricia Attigui, psychologue clinicienne avec qui j'ai eu l'occasion de parler, qui a écrit de nombreux ouvrages sur sa pratique du théâtre avec des personnes psychotiques. Et alors, elle explique dans ses ouvrages, mais elle le réexpliquait en vrai, que donc, ça se distingue du psychodrame de Moreno parce qu'il ne s'agit pas de lancer les patients dans une improvisation, mais au contraire d'avoir un cadre très précis avec un texte imposé. Elle explique qu'au début, elle avait essayé de faire écrire, mais enfin, c'est très compliqué. Donc, finalement, on imposait un texte. Et comme vous pouvez le voir avec ces citations, il s'agissait donc de travailler avec les patients participants comme avec de véritables comédiens. Et dans cette perspective, la représentation du vécu ne peut se faire qu'à travers le personnage interprété, donc avec une médiation qui diffère donc du psychodrame. La fiction théâtrale permettant de mettre à distance les difficultés nombreuses liées à des pathologies lourdes. Donc, par exemple, elle a expliqué que c'était avec Robinson Crusoe qu'elle avait lancé sa première pièce. D'un accord tacite, chacun acceptait que ce qui faisait désormais office de réalité, c'était le texte et sa capacité ou son incapacité à savoir le dire, le jouer, le mettre en scène, le vivre. Elle insiste aussi sur les difficultés d'apprentissage nombreuses, puisque donc, certains patients n'avaient même jamais ouvert un livre. Donc, c'est très compliqué. Et il est nécessaire que patients et soignants travaillent ensemble pour comprendre le texte et ainsi l'apprendre. Et comme elle le dit, évidemment, ce n'est qu'à partir de cet instant où les mots utilisés prennent un vrai sens que le travail de mémorisation peut s'engager.
Bon, alors, il y a d'autres difficultés qui se posent aussi, d'un point de vue narcissique notamment, du point de vue des patients, mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que ça fonctionne, il faut un engagement entier de la part des patients et de la part des soignants. Il faut que tous soient complètement investis dans cette affaire et qu'il y ait en même temps de la confiance, une confiance mutuelle, confiance dans l'idée que les patients vont pouvoir jouer des textes difficiles alors même qu'ils ont souvent un retard très important d'un point de vue de l'apprentissage. Et curieusement, elle a réussi enfin curieusement, pas curieusement, non, au contraire, ça a fonctionné parce qu'elle a réussi à créer une troupe, la troupe la compagnie du Toucan Bleu, et ça, c'est devenu une véritable compagnie presque professionnelle, avec donc c'est plus du tout, on n'est plus du tout dans le prétexte mondain ou quoi que ce soit, c'est vraiment du théâtre pour réussir à soigner les patients. Alors, la difficulté, c'est aussi que ça accompagne un processus thérapeutique, mais que c'est très lent, que ça demande beaucoup de temps. Mais c'est quand même très profitable. Elle explique ainsi comment un jeune homme schizophrène, après 7 ans de pratique théâtrale, a réussi à stabiliser son état. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'être dans la guérison immédiate, instantanée, mais en tout cas dans une stabilisation d'un état pathologique lourd et qui est permis grâce à tout un ensemble de processus de transfert, de catharsis, d'identification. Bon, je ne vais pas expliquer aujourd'hui en détail, mais enfin, elle l'explique très bien dans son ouvrage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle explique que pour faire cela, il faut avoir aussi le soutien de l'État. Donc, ça se fonde sur une réalité française, mais je pense que c'est la même chose absolument partout, à savoir à l'heure de l'obsession économique et sécuritaire qui fait des dégâts considérables en matière de soins psychiques. Le travail mené pendant toutes ces années avec ces patients parfois lourdement psychotiques et hospitalisés d'office n'aurait probablement pas été possible, sachant que les agences régionales de santé, ARS, exigent des services un certain turnover. Donc, il faut de la stabilité. Ces expériences de recherche que je qualifierais aujourd'hui de psychothéâtrales demandaient un temps pour que puisse se développer un processus psychique favorisant un état de détente propice à la mise en œuvre du jeu et à son approfondissement, seul ressort capable d'entraîner patients et soignants vers des changements psychiques tels que ceux décrits par Winnicott. Donc, le fait que le théâtre puisse devenir un enjeu de santé publique a évidemment à voir aussi avec sa fonction sociale et politique. Les pouvoirs publics ont été très prompts, on l'a vu dans la pandémie qu'on vient de traverser, à considérer que le théâtre, c'était une activité non essentielle qu'on pouvait tout à fait gommer. Et pourtant, justement, il y a des enjeux sanitaires qui sont liés à l'art dramatique. Donc, le théâtre peut être une réponse à des maux psychiques, peut-être même physiques. Et dans notre époque, qui justement réfléchit aux soins et à ce que ça peut vouloir signifier, il faudrait ne pas oublier que le théâtre peut être une forme de soin, de care. Surtout que ça permet au patient d'agir lui-même. C'est une démarche active. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, surtout, il faut aussi voir que l'apaisement lié au jeu théâtral ne concerne pas uniquement des personnes qui seraient atteintes de pathologies psychiatriques comme celle que je viens d'évoquer, mais finalement, ceux qui interprètent un rôle peuvent tirer un bienfait, un bénéfice du jeu. Ça peut être une scène improvisée par un enfant, puisque Winnicott dit bien que jouer est une thérapie en soi. Ça peut être dans un acteur professionnel. Alors, je vous cite là, par exemple, les propos de Evrenov dans un article intitulé Théâtrothérapie, où justement, il évoque le fait que les acteurs un acteur se sent guéri après une représentation, un acteur professionnel. Ce qui, au fond, rejoint un peu l'idée de Voltaire que jouer vaut les pilules de Stahl. On est dans cette même conjonction, disons, de dimension thérapeutique
thérapeutique. Et comme le dit aussi Evrenov, vous le voyez ici, il conclut dans son article en parlant des plus fortes armes pour la sauvegarde de la santé humaine qui sont aux mains de quelques médecins ou metteurs en scène. Donc, il y a ces éléments-là. Et puis, au-delà même de cet aspect proprement médical, le théâtre amateur ou non a un rôle social, évidemment, et il favorise l'émergence des liens de sociabilité qui contribuent aussi à avoir un effet sur la santé des individus. Et d'ailleurs, il n'est pas anodin que le fondateur du psychodrame, Moreno, soit aussi celui qui a écrit les fondements de la sociométrie. C'est-à-dire, on ne va pas entrer dans le détail de sa pensée, mais en gros, il s'agit de montrer Moreno réfléchit aux relations interpersonnelles qu'on pourrait réinterpréter dans le cadre de la mondanité et de la sociabilité précisément. Donc, il y a une interdépendance nécessaire entre les deux réflexions. D'un côté, le théâtre et de l'autre, la sociabilité. Et justement, on pourrait dire aussi que d'un point de vue, du point de vue du théâtre à vocation thérapeutique, la différence entre le délire et le jeu théâtral, c'est précisément que dans le jeu théâtral, on est plusieurs. On peut délirer seul, mais quand on est regardé dans un délire, ça devient une forme de fiction théâtrale. Donc, ce qu'on voyait bien avec Le Mort affamé, par exemple. Il y a aussi donc cette idée de communauté théâtrale qui est par définition inclusive et qui dépasse aussi la question du handicap et de la pathologie, puisque artistes, patients, soignants jouent tous les mêmes mots. Alors, pour terminer, je voudrais citer ces mots d'un docteur qui s'appelle le docteur Bonner en 1834, qui soutient cette thèse sur l'influence théâtrale, l'influence du théâtre, sur la santé publique. Et voilà ce qu'il dit. Eh bien, la migraine de la jeune demoiselle se dissipe, la maman ne songe plus à ses vapeurs, et l'homme de cabinet n'a pas senti passer les 2 œufs à la coque qui pèsent tous les soirs sur son estomac comme un morceau de plomb. Ça, c'est à propos de la comédie vaudeville. Donc, la comédie vaudeville, formidable pour la santé, ça fait digérer, ça fait oublier ses malheurs, c'est tout à fait merveilleux. Mais justement, le même Bonner, quelques pages plus loin, évoque la tragédie. Et là, c'est plus du tout la même chose. Parce que pour la tragédie, il y a plusieurs mots qui peuvent être suscités. Spasme, palpitation, mélancolie, hystérie, fausse couche. Donc, voilà, c'est terrible. Il y a, si le jeu, si le spectacle peut apporter un bien-être, il peut aussi créer des maux, réveiller des douleurs. On peut se poser la question aussi du point de vue de l'acteur, de son corps, de sa psyché. Et si le théâtre peut soulager les hypochondriaques comme Voltaire, est-ce qu'il ne risque pas de précipiter l'acteur ou l'actrice professionnelle dans une sorte de mélancolie? On en parlait hier, notamment avec Mollet. C'est un risque, et c'est un risque qui est décrit dans de nombreux traités sur les acteurs au XVIIIe siècle. Bon, alors, jouer ou ne pas jouer, telle est la question. Voilà, donc si le théâtre peut guérir, il est aussi donc une arme à double tranchant. Et d'une certaine façon, pour conclure, on pourrait peut-être dire que le remède est dans le mal. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jennifer. Évidemment, je fais une remarque, mais je vais laisser... Comme je passe la semaine avec Jennifer, je peux lui parler tout le temps, tout le temps. Je vais laisser l'auditoire s'exprimer. Et évidemment, ceux qui sont sur Zoom, que je salue. Y a-t-il un lien intime entre le théâtre carcéral? Alors, je ne me suis pas assez penchée sur le théâtre carcéral, mais ça fait partie des objets d'études qui m'intéressent. Et justement, dans un colloque que j'ai co-organisé sur les pratiques du théâtre amateur et leur permanence, leur évolution, et il y a un article sur le théâtre carcéral. Je pense que ça peut aussi apporter, bien sûr, une forme de bien-être. Oui. Je lisais une
interview de détenus mise en scène par Joël Pomera. Oui, oui, et qui expliquait à quel point le théâtre les avait révélés totalement. D'ailleurs, ça se faisait ici à Williamsburg, la prison. Ça se fait encore ou pas? Je pense que ça s'est fait, hein. Je pense pas que ça fait. Je pense que c'est peut-être le Covid qui l'a tué. Ah. Autre petite question. Dans le travail de Patricia Attili, est-ce qu'il est aussi toujours question de faire jouer les soignants? Oui, enfin, disons que les soignants accompagnent oui, voilà. Oui, c'est en ça aussi que ça diffère du psychodrame où les personnages auxiliaires qui sont des soignants font partie vraiment de l'improvisation. Là, c'est plutôt dans le travail de jeu avec les patients. Ça me semble, c'est intéressant cette distinction importante. Oui. Merci pour cette conférence. Je trouve très passionnant. Mais en fait, il n'y a pas de mais. Là, je me demande simplement, c'est aussi une époque de mesmérisme, non? Oui. Auquel c'est un docteur allemand. Oui. Et est-ce qu'il y a des spectacles dans lesquels on utilisait les méthodes de mesmérisme? Alors, oui. Alors, justement, dans le volume Théâtre charlatan, on a une intervention très intéressante sur Mesmer et sur le fait que c'était très mondain aussi, hein, que c'était très apprécié comme un spectacle. Enfin, voilà, très, très à la mode. Et dans le théâtre, on retrouve, le théâtre comique notamment, on retrouve des allusions à Mesmer, mais toujours d'un point de vue un peu scabreux, parce que son magnétisme qui soulage tout à coup les jeunes femmes vaporeuses. Bon, voilà, il y a toujours des sous-entendus un peu scabreux de temps en temps. Mais oui, absolument. Oui. Oui, le charlatan, absolument. Oui. J'ai une question, qui est une question plutôt de langage, en fait. Oui. Dans la citation de Foucault tout à l'heure, oui. il reprend une citation de la Gazette avec les faux morts qui mangent devant celui qui se croit mort. Ça se termine par « il s'accommode fort bien de cette coutume ». Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il mange, en fait. Ah oui. Est-ce que ça veut dire que mais j'imagine. Le spectacle tous les jours, il est bien content. Mais à mon avis, bouffer, en fait. à mon avis, il risquerait de crever s'il continue à ne pas manger. Oui, c'est vrai que c'est vrai que c'est. À moins que la citation soit coupée au mauvais endroit. Oui. Non, effectivement, c'est moins explicite que dans le premier exemple. Ouais, ça ne dit pas il s'accommode de cette coutume et se rue sur les mets. Oui, c'est vrai. C'est ambigu. Oui. Non, mais c'est vrai. Moi, ça me fait penser à un truc, mais je ne sais pas à quel point j'étire la sauce. Si c'est intéressant de réfléchir dans ce sens-là, mais 18e siècle, c'est aussi l'époque de la continuité de la colonisation des Amériques et l'interdiction des pratiques culturelles autochtones en Amérique qui connaissaient un théâtre de guérison, aussi un théâtre rituel, qui a été considéré par la colonisation comme étant satanique et hérétique, donc absolument interdit. Mais je sais qu'à l'époque, il y avait aussi des dialogues transatlantiques parfois qui allaient dans un sens contraire à la doctrine de la colonisation. Donc, je ne sais pas si... Alors, moi, j'ai jamais trouvé de choses là-dessus, mais ça me paraît très intéressant et ça ouvre des perspectives vraiment très, très... Parce que je sais que je sais par Sarah interposé qu'il y a certaines pièces aussi qui sont critiques de la colonisation, qui offrent une autre lecture du rapport à l'Europe-Amérique que ce à quoi on est habitué, ce que l'histoire a retenu principalement. Mais en même temps, je sais
absolument rien de la présence de ce type de théâtre rituel dans la dramaturgie européenne. Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'on on pense à peu près au même type de pièces qui sont critiques, qui critiquent non seulement la colonisation, l'esclavage, etc. Mais j'ai jamais vu de mention du théâtre curatif. On va regarder du côté de la correspondance, à mon avis. Ah oui, oui. Des femmes. Oui. Tu vois, des Guyon. Oui, oui. C'est plutôt au 17e. Oui, oui. En tout cas, c'est là où, en tout cas, tu aurais des représentations potentiellement de ces pratiques théâtrales. Mais ces pratiques, elles n'étaient pas nommées comme théâtrales non plus. Non, ah, oui, en tout cas, mais je ne pense pas, en tout cas, moi, je n'ai jamais trouvé tu vois, une appropriation de ces pratiques dans le théâtre du 18e. Mais peut-être dans quelques pièces de la foire où, tu sais, je vais parler d'une pièce, notamment Harlequin et dans oui. comment elle s'appelle? Harlequin sauvage. Oui, oui, oui. Il y a peut-être des choses qui relèvent, en tout cas, mais pas dans une perspective thérapeutique. Oui. Non, moi, je n'ai pas l'impression qu'on sache trop. C'est intéressant d'aller creuser un peu de ce théâtre, parce qu'effectivement, il y a un théâtre de guérison qui est... Oui. Ben, c'est dans la réappropriation contemporaine de ces pratiques par la dramaturgie autochtone. Je pense à Yves Sioui-Durand, par exemple, un dramaturge Wendat. Il a écrit un livre, je pourrais parce que je ne me souviens plus le titre, et c'est en langue Wendat de toute façon. C'est une série de toutes ces petites réflexions sur le théâtre. Puis lui, il va chercher dans les rituels chamaniques, par exemple, de toutes les cultures. Lui, il est dans une perspective pan-autochtone, donc il s'intéresse aux pratiques chamaniques de l'Amérique du Nord, de l'Est, mais aussi du Sud, avec chez les Hopi, dans les peuples de l'Arizona aussi, entre autres, où le chaman, littéralement, représente. Donc, il met en scène une situation et à travers la mise en scène et le jeu, permet de guérir une situation. On parle plutôt de guérison de l'ordre spirituel que de l'ordre corporel, par contre, dans une situation comme celle-là. Mais ce n'est pas du tout étranger à la petite pièce de théâtre, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui est mise en scène dans le Hamlet de Shakespeare, par exemple, pour faire prendre conscience à l'oncle de sa trahison. Hamlet met en scène cette pièce politique pour guérir, mais guérir plus la psyché que le corps lui-même. Mais dans les pratiques chamaniques, il y a énormément de ce type de représentation théâtrale. Donc, c'est super intéressant de le lien. En réalité, j'ai très envie d'organiser un colloque là-dessus sur le théâtre et la guérison. Donc, je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire. Et de... Émilie Monet, qui est une pièce actuelle super qui est Fiona Bay, je crois. Et qui, elle, en fait, elle passe par le théâtre pour penser la guérison de son cancer, etc. Oui. Mais dans une perspective complètement différente de ce qu'on a vu. Effectivement, c'est super important, je pense. Oui. D'autres questions? Bien, pour continuer à étirer le sujet et venir remettre ça dans la perspective du siècle où l'on est. Et je ne suis pas du tout en littérature, je suis dans un domaine qui est complètement aux antipodes de ce que tu fais, mais il se trouve que ce week-end, nous avions un ami qui a été diagnostiqué de Parkinson il y a 5 ans, donc il a mon âge. Et justement, c'est le théâtre et l'improvisation qui est recommandé. Il y a un gros centre de recherche à l'UBC sur le Parkinson. Et on recommande aux patients de s'investir dans l'improvisation, le théâtre. Il va du coup peut-être faire partie d'un film où il cherche des acteurs qui sont atteints de maladies. C'est étonnant parce que d'habitude, c'est plutôt pour Alzheimer que justement j'avais vu ces expériences. Beaucoup d'influence sur le cognitif. Oui. Un peu connu. Oui, bien sûr. Donc l'improvisation, c'est aussi pour to let go. Oui, bien sûr. Je trouvais ça super, quand tu nous as dit ça, super intéressant. Donc, oui, non, mais c'est tout à fait en lien, hein, bien sûr. Oui. Donc, quoi, le théâtre, continue de curatif. Oui.
moi, je me permets une question. J'aimerais, enfin, je réfléchissais en t'écoutant là plus sur la partie théâtre de société. Et j'ai l'impression, spontanément, j'ai l'impression qu'il y a comme un basculement parce que la question du jeu dans la société mondaine, elle est présente au 17e, par exemple. Oui. C'est comme ça qu'on apprend à vivre en collectivité, à maîtriser les codes. Et les codes qui sont des codes de jeu, mais qui procèdent quand même d'une logique de distinction entre les uns et les autres en fonction d'où on se place sur la scène, en quelque sorte. Et du coup, avec le développement du théâtre de société, il y a quand même un changement de paradigme où on va vers quelque chose qui semblerait être ce que permet la sociabilité mondaine, c'est non plus seulement de faire en sorte qu'on développe des compétences sociales, mais aussi qu'on a des bienfaits psychiques et physiques. Et j'aimerais t'entendre un peu plus sur la partie physique, sur cette question de qu'est-ce que tu as trouvé, en tout cas aujourd'hui évidemment, sur cette question de comment on aborde la dimension, disons, le rire comme... Là, pour l'instant, j'en suis aux prémices de ma recherche. Donc, j'ai eu des indices qui me laissent penser qu'il y a quelque chose autour de ça. Le texte de Violette, où il parle justement du fait que jouer la parade encore, il dit à 65 ans, ça le rend jeune, il va jusqu'à parler de son ami qui a encore donné un petit héritier à la République ou je sais pas quoi. Donc, voilà, donc en gros, on reste prolifique grâce au jeu théâtral. Il y a cette idée-là, voilà. Donc, alors évidemment, c'est des exemples un peu extrêmes, mais c'est extrêmement parlant. Oui, voilà, il y a cette idée qui est diffuse. Sur la question du 17e, 18e, il faut aussi ajouter que donc, tout le monde, en gros, a toujours étudié le théâtre de société comme un phénomène qui commence au 18e et qui après au 19e. Mais justement, on a fait une journée d'études sur le théâtre de société avant le 18e et on s'aperçoit qu'il y a un continent énorme à explorer, qu'il y a énormément de choses. Mais c'est vrai que pour faire cette journée d'études, par exemple, ça a été compliqué parce que les participants nous disaient mais je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas, j'ai pas de fond, je ne sais pas où chercher. Et voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir encore sur le théâtre de société, ça c'est certain. Merci. Je pose des questions de curiosité parce que c'est à des milliers de lieux de mes intérêts de recherche à moi, mais c'est aussi un lien à faire avec le développement de la médecine à l'époque, parce qu'on parle de théâtre d'opération, par exemple. J'ai en tête des anciennes images aussi de classe d'anatomie, par exemple. Il y a littéralement une scène avec quelque chose qui est joué et que les étudiants en médecine sont des spectateurs finalement de ces pièces-là. Et même jusqu'à assez récemment, dans les années 50, les expérimentations en hôpitaux psychiatriques, la lobotomie, les électrochocs qui se faisaient aussi devant un public de sages et de nobles, pas de nobles, de notables qui prenaient des notes et qui assistaient à une représentation théâtrale, mais sur personne réelle. Je ne sais pas s'il y a aussi un lien entre le discours sur le corps au théâtre et le développement de la science médicale. Alors, déjà, Bonner, dont j'ai parlé à la fin, explique quelque chose auquel là, dont on n'a pas parlé là, mais ce qui est important aussi, c'est que l'atmosphère, l'air est aussi peu salubre dans les théâtres d'anatomie que la Comédie Française, où c'est vraiment tout à fait propice à la diffusion des virus, de tout ce qu'on veut. Et c'est incroyable parce qu'on voit des textes sur la ventilation de la salle de la Comédie Française, mais on se croirait vraiment aujourd'hui à dire ah là là, combien de minutes il faut pour que l'air se renouvelle, etc. Voilà, c'est vraiment... Il y a cet aspect-là aussi de la salubrité qu'il faut prendre en compte. Mais cela dit, oui, évidemment, il y a ces spectacles d'anatomie, puis après, plus tard, les spectacles des hystériques qu'on montre et qu'on vient voir aussi un peu avec ce côté
un peu mondain, dont, voilà, il y a toujours un petit quelque chose, un petit peu, enfin d'un petit peu, voilà, de voyeurisme, absolument. Je pensais à la Vénus autantote. Ouais, qui déborde ouais, sur les expositions ouais. coloniales. C'est ça, oui, oui. Il y a énormément de choses à faire. Et puis même les expositions, bon, c'est un autre cadre, mais c'est quand même un spectacle, les expositions de cires anatomiques qui sont censées mettre en garde, par exemple, contre la syphilis ou contre d'autres maladies. Enfin, tout ça, ça fait partie aussi de ce spectacle, de cette, enfin, d'une société de spectacle qui est et des liens évidents à faire entre les deux. Ça, c'est certain. Ouais. Ouais, est-ce que le théâtre de société donne naissance à la prévention médicale par image qu'on voit encore aujourd'hui avec les publicités chocs, avec les paquets de cigarettes, la livre de gras sur le bureau du nutritionniste, par exemple. Là, j'exagère peut-être. Oui. Non, mais... Une prothèse qui est spectaculaire. Oui. Alors, peut-être pas du théâtre de société, mais en tout cas, des lieux où on exposait des cires comme ça c'est sûr qu'il y a les germes de ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Ouais. La société, elle est très publicitaire. Donc, oui. Et par rapport aux enjeux médiatiques de tout à l'heure, il est vrai que Voltaire se sert de ces théâtres de société un peu pour faire pression sur la comédie française, pour faire jouer ses pièces, même si les comédiens français n'ont pas envie de le jouer, il fait une espèce de spectacle underground chez lui où tout le monde vient en masse jusqu'à ce que les comédiens français le supplient de faire jouer la pièce à la comédie française. Donc, il joue beaucoup avec ça. Oui. Mais une autre question que Anna et moi on a beaucoup vue par rapport à justement la citation de Voltaire là sur j'ai joué hier et en fait je suis au lit, on voit quand même, et ça c'est un aspect dont on a parlé un peu, mais je pense vraiment que c'est intéressant pour toi dans nos registres et dans les assemblées, dans les correspondances, on voit quand même que le corps fatigue. Oui. Il y a aussi cet aspect-là, il y a l'aspect thérapeutique, mais aussi l'aspect où le corps de l'acteur et de l'actrice, c'est vraiment un corps qui est... Oui, Clairon. C'est le côté, en fait, dans le théâtre. Aussi, tu sais, là, oui, exactement. Clairon, dans les mémoires, elle explique bien que aux jeunes actrices qui commencent de se ménager un peu, sinon elles ne tiendront jamais le coup, tellement c'est difficile physiquement. Et du coup, c'est un peu un contre, tu vois, c'est une autre approche du théâtre de la santé. Oui. Une question pour vous, Jennifer ? Et non. Je vous remercie d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi aux auditeurs Zoom. Je vais... Merci à Saline. Je dois te féliciter, tu as tiré un beau public au mois de juillet. Super beau sujet. Alors, à 19h45.